Consacrer sa vie à filmer les autres en racontant des histoires n'est pas chose aisée. Cela nécessite application et surtout remise en cause. Rien de linéaire dans une vie de cinéaste. C'est le prix qu'a choisi de payer Gabriel Le Beaumain dès l'enfance et qu'il nous compte, avec ou sans filtre. Allez-y Gabriel, bienvenue dans votre vie. Merci. Gabriel Le Beaumain, on va la traverser cette vie à travers des photos marquantes. Oui. Tiens, allez. Si on commençait par celle-là. Ah oui, alors, directement, effectivement, au cœur de la Corse, on est dans le village de Castinède, qui est près de Morosal, il y a donc vraiment le cœur de la Corse. Et donc, mon père est ce petit bonhomme... Avec la casquette. Avec la casquette. Il doit avoir 3-4 ans, je pense. Il est dans les bras de son père, donc mon grand-père, qui porte le même prénom, dont je porte le prénom, en fait, Gabriel. Et ma grand-mère est juste derrière, Clémentine. Je vois ma grand-mère jeune, je vois mon grand-père jeune également, je vois mon père bébé. Donc voilà, c'est très étrange comme c'est l'objet de l'émission, exactement. Ce grand-père, Gabriel, lui, il est arrivé en Corse. Hein, il est venu en Corse pourquoi, à l'origine ? Alors, il est venu en Corse à l'issue de la Première Guerre mondiale, je crois dans les années 20. En fait, il est venu pour construire l'hôpital de Bastia. Il avait une entreprise de bâtiments et travaux publics. Et à l'époque, il était, je crois, ami, proche de celui qui était le sénateur-maire de Bastia, qui s'appelait Émile Sarri. Et c'est lui qui fait venir mon grand-père en lui disant, voilà, je suis à la tête d'une ville, il y a des équipements à faire, à développer, etc. On doit construire un hôpital public moderne, digne d'une ville du XXe siècle. Et donc il arrive et il construit l'hôpital qui est dans le quartier de Tog à Bastia. Et il rencontre assez vite ma grand-mère qui vit vraiment juste à côté. Et alors je ne connais pas les... Grimaldi, elle, hein ? Oui. Grimaldi. Clémentine Grimaldi. Puis voilà, ils vont fonder une famille. Ils ne repartent plus. Il repart plus, il s'installe ici, il apprendra le corse d'ailleurs, et donc il sera élu conseiller général de Morosal, et il restera encore jusqu'à la fin de sa vie sans jamais repartir. Donc il a à la fois construit physiquement des bâtiments, il a ouvert des routes, la Scala de Santa Regina, c'est lui qui l'a ouverte. Ah oui, effectivement, il a laissé son empreinte, Gabriel. Et puis il a construit une famille. Justement, le petit garçon qui est là, on va le retrouver là, si vous le voulez bien. Votre papa, Yves. Oui. Pourquoi vous marquez un temps d'arrêt comme ça ? Parce que j'ai un frisson. Parce que j'ai perdu mes parents, donc je les retrouve jeunes déjà, et puis voilà, vous savez, c'est ce qu'on appelle la présence des absents. Ils ne sont plus là, mais ils sont là, quoi. Ils nous accompagnent, ils sont présents. Voilà, donc moi j'aurais aimé qu'ils soient là encore, évidemment, pour qu'ils puissent m'accompagner et voir ce que j'ai fait ou ce que je suis devenu, voir ma femme, voir mes enfants, enfin bref, voilà, on a toujours besoin d'un regard. On cherche le regard et on a besoin du regard des parents pour s'accomplir. Donc ça me manque, oui, il y a là effectivement un manque, c'est comme ça. Donc ça me crée une véritable émotion de les voir réunis par ces photos. Et puis il y a autre chose aussi, quand on parle de votre papa, on parle du régionalisme. C'est quelqu'un d'engagé. Oui. Incroyablement engagé même, Yves Le Beaumain. Oui, alors pour les plus anciens, ça raconte encore des choses, pour les plus jeunes moins évidemment, puisque moi mon père est décédé en 1991, donc ça fait 30 ans. Mais c'est quelqu'un qui, dès les années 60, avec des gens de sa génération, Edmond Simeoni, Max Simeoni également, et puis bon voilà, José Stromboni, tous ces gens qui ont été à l'origine des premières réflexions, des premiers mouvements régionalistes, voire autonomistes. Et donc il est dans ce mouvement-là. Et voilà. Et donc moi, plus tard, j'en percevrai aussi les conséquences. Oui, même assez tôt, parce que vous vous souviendrez tout petit, marqué sur les murs, libérez Le Beaumain quand même. Alors oui, c'était un mur à Bastia où ça avait été bombé, comme on pouvait le faire à l'époque. Je ne sais pas par qui, mais c'est resté longtemps indélébile. Et donc comme une trace de mémoire, puisqu'il avait, en raison de ses actions, de ses pensées, de ses prises de position, il avait connu, je dirais, la prison. Un peu la prison, à la prison de la santé pendant 3 mois, si mon souvenir est exact.
Et une qui va le suivre justement là-dedans, qui va l'aider, qui va l'épauler tout au long de sa vie aussi. C'est votre maman qui va aussi s'engager dans ce combat. Hein. On peut dire qu'elle va se... Alors, ma mère est aux côtés de mon père, évidemment. C'est quelqu'un pour qui, moi, j'ai beaucoup d'admiration. Pas simplement parce que c'est pas l'admiration d'un fils vis-à-vis de sa mère, mais vis-à-vis de son parcours, vis-à-vis des accidents de la vie qu'elle a eu dès le départ, puisque c'est une enfant de l'assistance publique, qui est accueillie en Corse dans les années 40, en pleine guerre, par une famille d'Italiens. J'imagine que c'est très compliqué d'être italien en Corse dans les années 40. C'est à la fois les forces d'occupation et voilà. Effectivement, elle va faire montre de beaucoup d'affection, justement. On va se retourner, tenez, envers ses enfants, votre maman. Et peut-être l'affection dont elle a manqué, parce que vous l'avez dit vous-même, elle a été abandonnée, elle va la redonner au centuple. Est-ce que je peux le dire comme ça? Oui, on va être, je crois, comment dire, pour elle, la façon de structurer sa vie. Alors d'abord à travers une histoire de couple avec mon père, et puis ensuite à travers la filiation avec ma sœur Vanina, qui est là, et moi. Oui, on sera des enfants extrêmement aimés, adorés, protégés. Voilà, donc je pense qu'elle a investi absolument ce champ-là de sa vie pour vraisemblablement combler ce qui lui avait été enlevé. Et c'est pour ça que quelque part, c'est quelque chose qui me touche profondément. Parce que je crois qu'on n'en a jamais parlé directement. C'est toujours comme ça. On ne parle jamais assez avec ses parents. Il y a votre grande sœur sur la photo, bien sûr, oui. Vanina, qui reprendra le combat de votre papa, hein, bien sûr. On va se retrouver de l'autre côté parce que vous allez justement avoir d'autres envies. Vous avez 12 ans, là. Oui. Sensibilité envers les animaux, et puis une sensibilité que vous ignoriez vous-même et que vous allez découvrir à l'école, grâce à un professeur. Est-ce que je me trompe ou pas? Alors, c'est vrai que je suis en section art plastique, histoire de l'art, et j'ai un professeur absolument génial qui est José Tomasi, qui va ouvrir des champs que je ne connaissais pas. Sensibilité au monde de l'art, à l'architecture, à la peinture, au cinéma évidemment, et une personnalité incroyable qui pouvait diffuser comme ça, et je pense que d'une certaine façon ça m'a ouvert à des champs que je n'imaginais pas. Et puis il va y avoir autre chose aussi, qui va ouvrir encore à des champs que vous n'imaginiez pas. Bien, c'est cette photo qui la matérialise. Oui. C'est une caméra que mes parents m'ont offerte après un voyage en Italie, et je l'ai toujours. Et donc cette caméra m'a servi à faire mes premiers courts-métrages en vidéo avec mes copains de lycée à Bastia. Eh bien justement, on va voir ce que ça va donner justement. Cette entrée dans le cinéma, on ne va pas en parler ici, on va en parler dans une autre pièce. Ah oui, j'ai eu peur que vous ayez des extraits de ces films qui sont invisibles. Ça vous aurait étonné. Eh bien il y a peut-être des trucs qui vont vous étonner encore. Allez, venez. Installez-vous, Gabriel. Oui. Donc, on vous avait laissé avec votre caméra en seconde. Vous commenciez à faire des courts-métrages, je n'ai pas les images, hein, effectivement. Après la seconde, vous avez votre bac, vous allez à Paris pour essayer de faire une école de cinéma, mais ça ne se passe pas forcément bien, d'ailleurs, à Paris. Hein. C'est un petit peu compliqué. Vous revenez en Corse. Et en Corse... L'éternel retour. Et en Corse, oui, je me lance. Je me dis que finalement, le cinéma, ça ne s'apprend peut-être pas dans les écoles, et qu'il faut en passer par la pratique. Et donc j'ai la chance de pouvoir travailler avec une équipe de cinéma professionnelle qu'on voit ici. Premier court-métrage professionnel. Quand je dis professionnel, c'est-à-dire c'est un film que je tourne en pellicule. C'est la première fois. Moi, j'avais tourné des vidéos, et là, on travaille en super 16 mm avec une association qui est basée à Corte, qui s'appelle Cinema Soggi. Ah oui, d'accord. Qui a été, la fameuse de l'époque, oui, bien voilà, sûr. qui possédait cette caméra, et donc je tourne ce premier court-métrage, et j'ai cette équipe formidable. Michel Tomasi à l'image, Antoine Bonfanti au son, vraiment c'est une star du son, d'une très grande simplicité, d'une très grande humilité, qui vient faire bénévolement des courts-métrages en Corse et ailleurs. Et Antoine m'apprend à écouter, en fait, à concevoir que le cinéma, non seulement il y a une caméra, qui est l'objet de toutes les fascinations et de toutes les attentions, mais qui ouvre mes oreilles et qui dit, voilà, le cinéma, c'est aussi le son. C'est-à-dire, c'est le son direct et c'est le mixage. Autre rencontre aussi à cette époque-là, vraiment fondamentale, c'est celle-ci. Oui,
Alors ça, Dominique Delie-Espost, que l'on voit à la caméra, qui est un metteur en scène de théâtre, un photographe, un cinéaste, donc vraiment un artiste polyvalent que j'aime beaucoup et qui a un talent qui déborde de talent et de créativité. Avec lui, on va vous retrouver là. Là, nous sommes en Italie. L'image ne le raconte pas. On n'a pas ça comme image de l'Italie, mais pourtant nous sommes dans le nord de l'Italie, à Bassano del Grappa. Mario Branta au premier plan, cinéaste italien, Dominique derrière, et donc moi je suis sur la droite. En fait, Mario Branta est président du Festival du cinéma méditerranéen à Bastia, c'est là où nous faisons sa connaissance. Il voit un court-métrage que j'ai fait, Nef, mon premier court-métrage, et il me dit, ça serait bien que tu viennes dans notre école de cinéma à Bassano pour présenter ton film et qu'on fasse connaissance. Et nous partons immédiatement après le Festival du cinéma méditerranéen avec Dominique. Et Dominique repart, et moi je vais y rester et fréquenter l'Institut pendant 18 mois à peu près, avec des allers-retours en Corse. Qu'est-ce qu'on y apprend dans cet institut? On y apprend le regard. En gros, il n'y a pas de bons et de mauvais sujets, il y a des bons et des mauvais regards. Donc il y a emparez-vous d'un sujet autour de l'école. Donc on est vraiment dans un petit village, encore une fois, une petite ville qui est Bassano del Grappa. Trouvez un sujet, un personnage, un lieu, prenez une caméra, tournez. Je ne veux pas qu'il y ait de commentaires, je ne veux pas qu'il y ait d'interviews, mais je veux qu'il y ait un film. Alors là, vous avez 20 ans, vous dites, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ce concept? Et en fait, vous comprenez qu'il veut vous apprendre que le métier de la réalisation, de la mise en scène, c'est un métier du regard. Il faut juste trouver la bonne distance, le bon angle, le bon axe pour aborder son sujet, sans avoir à le commenter. Pendant 18 mois, vous êtes en Italie, et puis, à une époque, il y a quelque chose dont il faut automatiquement passer par là. Le service militaire, à l'époque, ça existait, donc appelé du contingent. Ça ne m'emballe pas. Si ce n'est que je trouve le moyen de faire quelque chose qui pourrait m'intéresser, qui est le service cinématographique des armées. Je vois que ça existe. J'arrive à y rentrer et je me retrouve donc à faire un service militaire plutôt intelligent et très formateur en fait, puisqu'au service cinéma des armées, vous faites des films. Et donc tous les mois, je pars. En l'occurrence là, je suis avec Jean Villain, qui est un opérateur que j'ai beaucoup aimé, et nous tournons un sujet par mois. Et donc c'est l'application de l'école, des théories de l'école mises en application. Je dégrossis totalement mon travail et je tourne des dizaines de sujets pour cette institution. Premier cachet, du coup, là? Alors, en tant qu'appelé, non. Mais ensuite, il se trouve que comme ça s'est bien passé, ils m'ont dit pourquoi pas continuer. Et donc je suis revenu à la vie civile, si je puis dire. Et là, effectivement, j'ai eu la possibilité d'avoir mon premier cachet, mon premier contrat pour des films, avec des sujets très particuliers, qui étaient des sujets liés à la défense, mais très intéressants, puisque c'est à la fois un univers que je connaissais pas du tout, et puis c'est des sujets... L'apprentissage de Olmy a été intéressant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon et de mauvais sujet, il y a juste un regard. Et ça a été vraiment très, très formateur. Alors c'est formateur, et au bout justement de quelques années, vous allez vous dire, mais là, est-ce que je vais pas un peu dans la mauvaise direction, justement? Est-ce que ça se passe pas comme ça? Alors, effectivement, après cette année de service national, il y a une orientation qui se fait, et en fait, vous savez, c'est comme toujours dans la vie, il y a des... vous pouvez vous laisser couler naturellement vers ce que la vie vous propose, et puis vous pouvez essayer de réorienter les choses. Et donc, naturellement, effectivement, ces films-là appellent d'autres films. Donc, je commence une petite carrière dans le film institutionnel, qui n'est pas désagréable, jusqu'au moment où je me dis, est-ce que je continue comme ça longtemps, ou est-ce que je ne reviens pas au désir premier, en fait, au désir que j'ai eu adolescent, et qui est la fiction, en fait, qui est de raconter mes propres histoires. Et donc, à un moment donné, je donne un coup d'arrêt volontaire en me disant, il faut repartir dans le court-métrage, il faut refaire un film. En fait, c'est irrépressible, c'est-à-dire que c'est en fait, il faut sortir de la zone de confort, il faut se dire que si on le fait pas soi-même, personne ne vous attend, personne ne va venir vous chercher, donc vous pouvez vous laisser couler dans les mouvements et les plis naturels que l'existence vous propose. Oui, dans le confort, parce qu'on a un statut, on gagne sa vie, on fabrique des choses. Tout ça n'est pas... Voilà, tout ça est intéressant, mais à un moment donné, c'est quel est le désir? Pourquoi je me lève? Pourquoi je fais ça? Et du coup, eh bien, vous faites ça. L'Allemagne ha dichiarato la guerra.
Tous les hommes de 18 à 46 ans sont mobilisés. Donc ce court-métrage, Le Puits, effectivement, c'est un marqueur très important. Et je me suis dit, quels sont les atouts sur lesquels je pourrais construire. On s'appuie toujours sur ses forces pour construire et pour avancer. Et je me suis dit, voilà, la Corse et mon expérience à l'armée. Ce court-métrage va recevoir 22 prix quand même dans les festivals. Oui. Hein, c'est quand même un coup de maître, effectivement. Et un jour, vous prenez le train, vous êtes avec votre famille, justement, vous rentrez en Corse. Oui. Et dans le train, à côté de vous, il y a un monsieur. Vous allez me raconter l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Alors oui, je me souviens très bien de ce moment. On commence à parler comme on peut le faire dans un voyage de 3 heures. Et ce monsieur dit, oui, vous faites du cinéma, c'est bien, moi aussi. Je produis des fois des choses. Alors, qu'est-ce que vous faites? Et il dit, voilà, je suis Paul Lederman. Et pour moi, Paul Lederman était un producteur de... C'est Clo-Clo, Paul Lederman. Oui, c'est un grand producteur de show business. C'est Claude Coluche. François, c'est Coluche, c'est Le Luron, c'est Les Inconnus. Et de temps en temps, effectivement, il produit des films de cinéma. Et j'avais dans mon sac à dos, j'avais la cassette à l'époque. C'était une cassette du Puits. Je dis, qu'est-ce que je fais? Allez, je lui donne. Et 10 jours après, il me rappelle en me disant, j'ai vu votre court-métrage, écoutez, je trouve ça très bien, appelez-moi et on essaiera de penser ensemble ce qu'on peut faire ensuite. Et Paul m'a proposé en fait de développer un long-métrage, mon premier long-métrage. Carrément. Oui, on a cherché des sujets, il m'a dit, mais moi, ce que j'ai vu dans votre film, dans Le Puits, c'est un univers qu'on peut explorer encore. Celui-ci. Une très belle histoire, hein. Effectivement, c'est sur ces blessés de la guerre. C'est une histoire qui est pas... À l'époque, on traite Exactement. peu, qui sont en fait les traumatismes psychiques de guerre. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez... assez commun. En tout cas, Ouais. dont on parle, qui est partagé, qui est aussi un sujet dont on parle dans notre société contemporaine, notamment en raison des attentats, du surgissement de la violence dans des sociétés du temps de paix. Mais effectivement, la question du retour de guerre, d'un point de vue psychologique et de la façon dont on reconstruit intérieurement, intimement, le retour à la paix, c'est quelque chose qui est peu abordé. C'est le sujet du film. Et justement, c'est le sujet du film parce que vous aviez vu des photos à l'époque quand vous étiez au service militaire qui vous avaient interpellé. Comment il vous vient ce sujet de film, justement? Eh bien, en fait, me reviennent en tête les images qui m'ont bouleversé de tourner dans les années 19-20, où on voit des hommes filmés dans les hôpitaux, dans des états de tremblement, de confusion, de perdition, etc. Et je me suis dit, quand même, ces images, elles sont encore là, quelque part dans ma mémoire. Donc, déplions ces images et racontons le hors-champ de ces images. C'est-à-dire, pourquoi 2 ans ou 3 ans après le conflit, ces hommes sont encore dans cet état-là. Racontons ce qui s'est passé avant. Et c'est comme ça qu'on commence à gratter le scénario et à dérouler l'histoire d'Antonin. Qu'est-ce que vous dites? Vous vous dites à ce moment-là, c'est assez facile le cinéma finalement, parce que là c'est une success story jusqu'à présent, Gabriel. Tout va bien. Vous faites quelque chose, ça marche. Oui, vous faites alors... des rencontres, ça marche. Premier film va au César. Le premier film étant un succès d'estime, effectivement, le second est plus facile, évidemment, mais ça reste fragile quand même. Ça reste fragile, sauf que le deuxième, vous dites, bon allez, maintenant, j'ai fait la période historique, j'ai fait mon film historique, j'ai fait un court-métrage. Tiens, allez, vous vous dites, je peux faire autre chose. Oui, c'est ça. Je veux absolument arracher les étiquettes que je me suis collé moi-même à travers l'histoire, le court-métrage, le long-métrage. Un premier long, ensuite, était un marqueur très fort. Et donc, j'essaye de trouver un sujet qui soit à la fois contemporain et surtout par rapport à un film qui était un film de fond, vraiment, un gros sujet, quoi, la psychiatrie de guerre. Je voulais quelque chose, non pas de superficiel, mais vous voyez, qui soit plus de l'ordre du film de distraction. Exactement, voilà. Donc, un thriller. C'est drôle de retrouver ces images. Complètement. Un thriller psychologique, une histoire de chantage, une histoire d'amant caché, etc. Sauf qu'il ne trouve pas vraiment son public. Il ne trouve pas son public et surtout il déroute la critique qui avait porté vraiment les fragments. Et les gens se disent, mais qu'est-ce que c'est finalement ce film voilà, qui aurait pu être fait par un autre Et c'est vrai que c'est un film qui est plus industriel, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est moins un film d'auteur, voilà. Donc, mais moi, je l'assume très bien. Et vous l'assumez, sauf qu'il va falloir l'assumer longtemps, parce que après ce film, il y a pratiquement 10 mois de traversée du désert, justement, où on vous propose plus rien. Alors ça, oui, c'est un moment très difficile. C'est-à-dire que le film sort, il sort bien. Hein, c'est un bon distributeur, c'est Studio Canal qui cofinance et sort le film, et le film ne marche pas. Et
donc, pendant 10 mois, il n'y a plus un coup de téléphone, il n'y a plus un appel. Je vous dis, le cinéma vous apprend l'humilité. Et je repars avec... Ah oui, pardon. Vous allez repartir dans la pièce d'à côté. On va voir avec quoi vous repartez, justement. C'est le principe de l'émission. Allez, venez avec moi, Gabriel. Gabriel, dernière pièce. On a fait notre traversée du désert, enfin votre traversée du désert. Et on vous retrouve là. Depuis 4 ans, la France est engagée en Algérie dans une guerre qui ne dit pas son nom. Eh oui. La guerre d'Algérie, la déchirure, c'est un documentaire. Oui. On vous retrouve dans un nouveau genre, j'ai envie de dire. Oui, absolument. Dans un premier temps, je m'interroge sur la légitimité que je peux avoir à raconter ça. Et je demande à la productrice, Patricia Boutine-Arouel, qui me fait confiance, d'y associer un grand nom d'historiens sur la guerre d'Algérie, qui est Benjamin Stora. La présence de Benjamin est une grande aide pour que le film soit ce que l'on veut qu'il soit. C'est-à-dire pas simplement un récit, mais aussi un moment d'apaisement. Magnifique, magnifique et surtout énorme succès populaire. 4 millions de téléspectateurs, je crois, sont devant leurs écrans en 2 fois. Hein. Oui, oui. C'est encore dans la veine des documentaires. Hein, j'ai mis celui-ci. Oui. En plus, c'est d'actualité, pour le coup. Oui. Les confidences d'un président. Là aussi, j'ai eu l'occasion de le voir avant cette émission. Je ne l'avais pas vu, il m'avait échappé à l'époque. Et du coup, ça tombe bien parce qu'il a une seconde jeunesse, ce documentaire. Oui, oui, alors c'est un moment confiant parce qu'il était très méfiant vis-à-vis des médias. Moi, il m'a dit, vous savez, les médias m'ont beaucoup caricaturé. Il était très touchant parce qu'il avait évidemment une pleine lucidité de son parcours et puis de comment les médias ont digéré son parcours d'une certaine façon. Et donc, il s'est prêté au jeu, un petit peu comme dans votre émission, alors que vous, ce sont les photos qui viennent aux invités, et moi, je lui ai proposé d'aller sur les lieux qui ont été importants pour lui. Et on a fait avec lui le tour de sa vie, mais à travers les lieux. C'est pas mal. Mais en tout cas, effectivement, très bon résultat. Et puis, voilà, j'ai mis celui-ci aussi. Ah oui. J'avais eu l'occasion de le voir, celui-ci, en direct. Il était passé sur France 2 aussi. Un très long documentaire qui fait plus de 2 heures. Hein, non, il est pas loin de 3 heures d'ailleurs, je crois. 3h05. 3h05. Pareil, du documentaire, au cœur du pouvoir. 3 présidents dans un même film, ça s'était jamais fait. Et c'est juste c'est exceptionnel de pouvoir interroger et avoir ces hommes de qualité, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec eux politiquement. C'est pas le but de ces films. Le but de ces films, c'est vraiment de déplier l'histoire et de l'expliquer avec les principaux intéressés. Et ces 3 paroles conjuguées, plus celles des 8 premiers ministres encore vivants qu'on a eu dans le film, donnent effectivement au film une tenue et quelque chose de très exceptionnel. Oui, oui. Moi, j'ai adoré. C'est pas de la flagornerie, vraiment, vraiment, Gabriel. D'ailleurs, je vous ai notamment appelé aussi pour venir faire cette émission parce que j'avais vu ce documentaire. Donc là, dites-moi si je me trompe, grâce à ces documentaires, ça vous rebooste et ça vous redonne... Est-ce qu'on peut dire que ça vous redonne confiance en vous, même peut-être pour refaire du cinéma? Est-ce que c'est... Oui, alors ça s'entremêle. Parce que, que moi, je garde l'idée du documentaire, ça me vient, on en a parlé tout à l'heure, du néoréalisme, de l'école d'Olmy, c'est-à-dire le rapport au réel, qui peut être un récit, et puis le fait de revenir à la fiction régulièrement. Donc, il y avait eu, j'ai fait des téléfilms pour Arte notamment, une autre fiction qui s'appelle Nos Patriotes. Et puis surtout, justement, la fiction dont on va parler là, parce qu'on est dans l'histoire, on est dans le documentaire, et on va retourner dans la fiction et dans l'histoire. Il est l'heure, sans honte, de reconnaître notre défaite. Et que proposez-vous, monsieur le maréchal? On doit s'entendre avec l'Allemagne. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas laisser les Allemands entrer dans Paris sans la moindre opposition. Mais nous nous battons, vous le savez bien, et nous perdons. En langage militaire, ça s'appelle une désertion. Je ne vous permets pas, De Gaulle! Quoi que nous fassions, cette guerre sera mondiale. Décidons de continuer le combat ailleurs. Personne ne veut résister à la disparition de la France. Je retourne cet après-midi à Londres. Vaste entreprise, là. Entreprise à la limite de l'inconscience. Oui. Effectivement, un film de fiction sur De Gaulle au cinéma, ça n'existait pas.
De Gaulle était apparu dans certains films, mais il n'y avait pas eu un film centré sur lui, où il est le personnage principal, lui et sa femme Yvonne. Donc effectivement, une entreprise inconsciente, mais voilà. Une recherche énorme, parce que finalement, la vie a fait que vous devenez historien presque malgré vous, peut-être on peut dire. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Alors moi, je refuserais toujours l'étiquette d'historien parce que j'ai trop d'estime pour les historiens, leur parcours universitaire et leur formation intellectuelle. Moi, je suis diplômé du bac, mais je suis cinéaste, c'est-à-dire que j'aime les histoires et que dans l'histoire, il y a des histoires. C'est ça qui m'intéresse. Et vous aimez aussi les acteurs? Alors là, Lambert Wilson, oui, j'aime les acteurs évidemment, et de plus en plus, j'avance dans la mise en scène et dans ce métier, en me disant que l'essence même est là. Le sujet, évidemment, le scénario, bien sûr, mais l'acteur, c'est lui qui incarne, c'est lui qui porte la responsabilité de l'incarnation, de la justesse émotionnelle. Et plus j'avance, plus je suis touché par ces êtres que sont les acteurs, qui sont des êtres qui s'exposent, qui sont à la fois dans la construction d'un personnage qui n'est pas eux, et en même temps dans l'exposition de leur propre intimité, de leur corps, de leurs émotions. Donc c'est des êtres qui me touchent, et j'ai eu la chance sur De Gaulle d'avoir un casting absolument exceptionnel. Il y a Lambert Wilson, il y a Isabelle Carré, j'ai Olivier Gourmet qu'on voit dans la bande-annonce, c'est des acteurs vraiment de premier plan. Puis j'ai mis cette image derrière, importante. Ça, c'est votre producteur, mais c'est cette personne sur la photo qui m'intéresse. Alors Valérie Ronceau-Angal, qui est mon épouse. Et donc sur De Gaulle, on s'est dit pourquoi pas écrire ensemble, raconter ensemble. Et donc c'était une collaboration aboutie, puisque le film a existé. Je pense que le film ne serait pas devenu un film, le scénario ne serait pas devenu un film, ça aurait été plus difficile. Mais là, on a écrit ensemble, et en plus le film a été tourné. Donc c'est une vraie satisfaction pour nous d'avoir enfanté un objet artistique. Vous êtes en train d'écrire en tout cas encore avec votre épouse. Alors il y a le couple survit à l'écriture, vous travaillez ensemble, ça survit, tout fonctionne bien. Encore une fiction, encore de l'histoire? Oui, alors avec Farid et Jean-Baptiste, nous avons remis le couvert, si je puis dire, sur une nouvelle fiction, et avec Valérie et donc moi-même à l'écriture, pour un projet de fiction, vraisemblablement en tournage en 2022, si tout va bien. Si tout va bien. Dernier écran. Et je me suis permis de mettre ça. Oui. Parce qu'elle vous accompagne depuis 35 ans maintenant, Gabriel. Cette fameuse caméra que vous aimez, que vous maîtrisez. C'est beaucoup, 35 ans. Je suis en train de calculer. Non. si. Oui, j'allais dire, j'ai mal calculé. Parce que c'est pas ma spécialité, moi, le calcul mental. Non. Quoi qu'il en soit, ma question est la suivante. Elle est très simple. Qu'est-ce qu'on voit à travers cette caméra depuis 35 ans? Écoutez, on voit la vie en mieux, on voit la vie en plus grand, on voit la vie en plus beau. C'est un cadeau d'avoir sur un plateau une équipe, une caméra, des acteurs et de jouer avec. C'est un objet de jeu, la caméra. Voilà, c'est un objet avec lequel on joue. Et voilà, c'est un petit rectangle, l'image que l'on fait. Et c'est un petit rectangle que l'on projette sur un grand rectangle qui est un écran. Et c'est un moment de grande générosité de filmer quelqu'un ou de filmer une scène. Mais en tout cas, vous avez fait preuve, vous, de générosité en venant, en vous prêtant au jeu des images de votre vie. Je vous remercie. On finit avec une autre petite image. Alors, d'habitude, j'enlaçais mon invité. Maintenant, on va juste le faire comme ça, le selfie. Voilà, souriez. Merci infiniment. Merci infiniment. Et je serai attentif à votre prochain long métrage, indéniablement. À une prochaine, Gabriel. À bientôt. Au revoir.